puis, on a aussi parlé des match-up défensifs avec de l'autre côté du terrain. Parlons-en aussi un peu ici. Et pas tant les match-up, enfin si, un peu les match-up, mais qui est-ce qui va défendre sur Porzingis? Et je dis ça dans le sens où est-ce qu'on a vraiment intérêt à mettre notre pivot sur Porzingis, sachant que le contre-move assez facile de la part de Boston, c'est de laisser Porzingis sur l'aile ou alors en tête de raquette, enfin à 3 points, quoi, en plein centre du terrain. Et d'autant plus que, souvenez-vous, c'était un peu ce qu'avait fait OKC sur la fin de série où ils s'étaient un peu ajustés, ils avaient réussi à trouver pas mal de bonnes solutions, même si les tirs n'étaient pas rentrés, mais c'est comme ça qu'ils avaient réussi à créer un peu de spacing, c'est en mettant Chet Holmgren sur l'aile. Et donc, que se passait-il? Il était défendu par Gafford, ou Gafford de Lively, et donc le pivot de Dallas était sur l'aile. C'est une situation où il ne peut pas venir aider au panier aussi facilement que si Porzingis était dans le corner et le défenseur donc pouvait coulisser en un pas, coulisser latéralement depuis le corner ou en tout cas le dunker spot vers le panier. Là, en mettant Chet Holmgren sur l'aile, c'est pas pareil. C'est pas pareil, et donc le low man, le mec qui doit aider au panier, c'est celui qui est le plus proche de la ligne de fond, hein, le low man, l'homme le plus bas, littéralement, donc celui qui est le plus bas par rapport à la ligne de fond, c'est pas le pivot. Donc, il y a ça aussi. Il y a cette question des match-up, de est-ce que tu mets Lively ou Gafford sur Porzingis, mais sachant que ça va les éloigner du panier. Je ne sais pas, est-ce que si tu fais pas ça, est-ce que Porzingis va pas se dire, ou est-ce que Boston va pas se dire, si c'est PJ Washington ou Derrick Jones Jr. Qu'on met sur Porzingis, tu vas l'attaquer au poste bas, et finalement ça marche plutôt pas mal, parce qu'avec la taille, on rentre les tirs, donc voilà, potentiellement. Et puis même en termes de, non pas de match-up, mais de rotation, finalement, comment on fait, qui va jouer? Et je sais que Pritchard joue beaucoup, et je pense qu'il y a un peu cette catégorie on parlait de ces stunts et ces aides que fait très bien Dallas, donc rétrécir le terrain en tête de raquette, en fin de raquette, un peu partout, boucher l'espace intérieur. Notamment, pour moi, il y a 2 joueurs qui peuvent être clés là-dedans, au-delà des titulaires évidemment, mais ce sont Peyton Pritchard et Sam Hauser. Et les deux dans des styles assez différents, pour le coup, et les deux en plus étant potentiellement des cibles que Dallas peut totalement punir, donc à voir à quel point ça peut être rentable ou pas. Mais c'est vrai que sur le papier, en tout cas, on a affaire à 2 potentiels stunt beaters, à mon sens. C'est-à-dire Sam Hauser, le shooter d'élite, pourquoi est-ce qu'il peut battre ses stunts? C'est très simplement, tu te mets, non pas à 3 points, tu te mets 1 mètre, 2 mètres ou 2 mètres et demi derrière la ligne à 3 points, ou j'exagère un peu, mais vous voyez un peu l'idée, ou pas seulement à 3 points, et donc tu te mets sur l'aile, et donc quand ton défenseur t'abandonne pour faire un stunt, tu as un tir ouvert. Et surtout, tu es un shooter d'élite qui peut dégainer immédiatement. Donc, ce fameux stunt beater de le mec qui est sur l'aile, qui va battre les stunts, qui va soit les empêcher parce que il y a la menace du shoot, donc le défenseur va pas faire le stunt, soit, sinon, si le défenseur fait l'aide en effet, et l'abandonne et dézone pour l'abandonner pour aller aider sur un drive, il y a Sam Hauser qui attend, qui est prêt à shooter, exactement comme Max Strus l'avait fait l'an dernier, par exemple en finale NBA. Voilà, c'était aussi un ajustement de Spoelstra, c'est de dire, si vous venez aider à rétrécir le terrain comme Denver aime bien le faire, on met un mec, Max Strus, on le met sur l'aile, et donc il y a une passe directe qui est faite, et puis ça punit le stunt. Donc Sam Hauser, c'est plutôt ça. Pritchard aussi, il peut le faire sur le shoot, il peut punir avec ce côté-là, parce que c'est plutôt un bon shooter, hein, vraiment. Et puis surtout, Pritchard, il y a aussi l'option de ensuite attaquer le close-out. Un peu comme d'ailleurs Jaden Hardy. Hardy, c'est ça. Hardy, c'est le shoot à 3 points, ou alors attaquer parce que c'est un porteur de balle de formation, donc ça aide. Et Pritchard, c'est ça. Et honnêtement, je pense que Pritchard peut avoir un rôle clé s'il n'est pas trop ciblé en défense, parce que là, j'ai évoqué l'exemple du stunt beater, donc sur l'aile, mais finalement, j'aime beaucoup moi son connecting un peu partout, Pritchard. Je sais que c'est pas trop l'avis de beaucoup de fans, enfin, pas à cause de l'attaque, mais à cause de la défense, mais j'avoue qu'il peut apporter un certain lien à l'attaque quand il est pas trop en mode je ralentis l'attaque, je garde la balle 30 secondes, je fais mon attaque, mais je trouve que c'est quelqu'un qui est capable de faire ce lien, il y a déjà un décalage qui a été créé. J'attaque en sortie de dribble dès la réception du ballon, je fais un dribble ou deux, je traverse la raquette et je fais l'extra passe. Voilà, un peu de liant. Et comme dit, cette équipe de Boston, c'est pour dézoomer par rapport à Pritchard, mais elle a aussi beaucoup de connecteurs. Elle en a beaucoup, et donc on parlait de spacing pour battre Dallas qui dézone, mais il y a ça aussi. Il y a aussi ce côté connecteur où Jrue Holiday est excellentissime dans ce rôle-là pour bouger sans ballon, trouver les ouvertures dans la défense et je reçois la balle, je fais l'extra passe, voilà, apporter ce liant-là et aller renverser la balle de l'autre côté. Derrick White peut jouer ce rôle-là, donc Peyton Pritchard, enfin bref, il y en a plein. Et puis pareil, Al Horford aussi dans ce rôle-là peut être très bon. Donc, à quel point le côté spacing, mais aussi le côté connecting peut pas faire du mal à cette défense de Dallas qui va forcément essayer de dézoner, de boucher l'espace à l'intérieur. Ben voilà, s'il faut défendre des shooters, mais en plus,
pas que des shooters, une attaque qui est capable d'attaquer les close-out et de trouver un autre shooter quand il y a le bon close-out qui est fait, ben c'est un peu un point clé pour moi. C'est un peu un point clé, un point de bascule, donc à surveiller, même si, comme dit, il y aura le compromis défensif pour Hauser et pour Pritchard. Et puis, tant qu'on est aussi sur les rotations, finalement, quid de l'intérieur? Est-ce qu'on va jouer avec Luke Kornet, qui a joué pour l'instant beaucoup en playoff, mais parce qu'on n'avait pas affaire à des top porteurs de balles, je pense. Donc il y avait l'option drop et puis l'option verticalité en attaque de Kornet qui était pas mal. Je sais que sur le deuxième match de saison régulière, enfin le premier il s'est fait beaucoup. Dallas a beaucoup fait mal à Kornet, donc le deuxième il n'a pas joué. Et c'était plutôt Xavier Tillman. Mais Tillman, forcément, ça apporte un spacing en moins. Donc c'est aussi à voir. Et puis Tillman est pas mal au niveau des switches. C'est pas génial, mais c'est pas mal. Par contre, je trouve sa défense collective en termes d'aide en deuxième rideau et autres, pas génial non plus, mais c'est un peu son profil. Hein. C'est un mec qui apporte rebond, c'est un mec qui apporte un peu de mobilité en termes de défense au poste bas aussi. Je pense qu'ils l'ont pris aussi au cas où Denver aurait été en finale. Mais voilà, c'est pas non plus un volume of ball avec une vivacité géniale pour les rotations, voilà. Donc, ça aussi, c'est compromis. J'avoue que j'ai aucune idée de qui va jouer. Là, j'ai parlé de la défense, mais c'est vrai que Tillman apporte aussi beaucoup de... Bon, il apporte pas de spacing, mais il apporte tout de même du passing. Donc ça, c'est assez cool dans ce côté connecteur, justement. Donc, interrogation, qui de Tillman ou de Kornet va jouer? Qui de Hauser ou Pritchard va jouer? Est-ce que ce sera aucun des deux? Est-ce que ce sera les deux? Est-ce que ce sera seulement Pritchard? On sait que Joe Mazzulla préfère Pritchard. Et puis, un point que j'ai oublié, oui, non, le post-up aussi, j'ai même pas évoqué, mais à quel point est-ce qu'on peut arriver à développer un peu plus de post-up, parce que c'est une source d'attaque un peu différente et qui permet d'organiser pas mal de schémas un peu différents, notamment. Donc, puisque Dallas aime bien rétrécir les espaces, notamment sur des pick and roll, sur des isolations face au jeu, il y a cette option de mettre la balle au poste bas, plus proche du panier déjà, et puis à un endroit du terrain où, comme on dit, la géométrie du terrain est un peu différente, en fait. La balle est déjà plus proche du panier. Le quid aussi à surveiller. S'il y a des post-up, d'où vient l'aide? Est-ce qu'on fait une aide depuis from the top, donc depuis l'aile, quelqu'un qui descend depuis l'aile pour faire une prise à deux au poste bas? Est-ce qu'on a une aide depuis la ligne de fond, une baseline double, par exemple? De l'autre côté, est-ce que c'est pas aussi plus facile pour Boston d'organiser des sorties d'écran, des splits, donc des écrans pour quelqu'un qui plonge au panier ou alors quelqu'un qui ressort à 3 points, notamment pour Zingis, par exemple? Voilà, c'est une source d'attaque qui est différente, qui permettrait aussi de contourner ce côté surcharger le terrain en amont de l'action par Dallas. Et pour de vrai, en plus, c'est quelque chose que OKC faisait très bien en saison régulière, mais qu'ils n'ont pas fait du tout contre Dallas. Il y a peut-être une raison. Il y a peut-être un côté match-up, il y a peut-être un côté... finalement, SDA, il avait sur lui des gros défenseurs, donc ça valait peut-être pas forcément le coup, je ne sais pas. Mais en l'occurrence, Boston, je pense qu'eux, ils pourraient et ils devraient, à mon sens, un peu plus insister sur cette variation entre le poste bas et le périmètre. Parce que, comme dit en plus, c'est une situation qui permet de libérer des shoots ouverts plus facilement, des sorties d'écran, etc., etc. Et ça, autant la défense de Dallas, elle est très bonne pour défendre de manière en étant gros, en position, en pré-rotation et faire du mal et boucher l'espace, ok. Autant sur des post-up split, par exemple, sur des sorties d'écran, sur des trucs, la balle au poste bas et puis une coupe d'un côté puis un sens, voilà ce genre de truc. Le mouvement, c'est pas trop leur truc. Dallas, le mouvement, c'est pas trop leur truc, donc le poste bas pourrait permettre ce genre d'action à surveiller. Et puis, on est un peu obligé de finir par ça, je pense, mais à une échelle un peu plus macroscopique, donc plutôt que du détail tactique microscopique, mais le 3 points. Le 3 points. C'est vrai que c'est un peu un élément à double tranchant, je trouve, et la question, c'est difficile de traiter la question parce qu'il y a beaucoup de rejets un peu idéologiques, j'ai envie de dire, il y a trop de 3 points, il faut aller au panier, enfin, il y a une partie de vrai là-dedans, on est d'accord. Mais il y a aussi une partie de mais Boston, ils prennent trop de 3 points, quand ça passe pas, ça cale, etc., etc. Oui, et en un sens, tout ceci est vrai, mais après, c'est une question de nuance, je trouve. Mais il y a un peu un double tranchant pour moi avec cette attaque de Boston qui, en effet, on l'a détaillé même nous-mêmes, elle a cette faiblesse de pas aller souvent au panier. Et donc, elle a aussi cette faiblesse plus globalement de ronronner dans le périmètre. Mais sauf que la différence, c'est qu'on ne parle pas que de 3 points, on parle aussi de pull-up un peu nul, quoi. Il y a un peu ce côté, on fait pas de drive, quoi. Donc voilà, il y a tout qui est cristallisé autour du 3 points, alors que non. Ce côté ronronnage dans le périmètre, c'est aussi des pull-up à mi-distance qui sont pas très efficaces de la part des stars, quoi. C'est le fait de pas faire de drive. Ok. Mais là où je parle de double tranchant, c'est que, en effet, on a déjà connu des matchs et des séries de Boston où ce 3 points est cale. Et donc là, il n'y a plus de plan B.
Il n'y a plus de plan B parce que tu te reposes quand même beaucoup sur ce tir à 3 points. Et il y a des fois, c'est un peu le hasard des séries de playoffs avec des échantillons minuscules. Si ça se trouve, il y a tout qui peut, enfin, il n'y a rien qui peut rentrer, quoi. En tout cas, pas assez. Donc, c'est là-dessus où il y a une différence avec une équipe comme Dallas, par exemple, où si les 3 points rentrent pas, au moins, on a ce plan B, ou voire même plan A, mais ce truc de, si ça rentre pas, on peut aller à l'intérieur, on peut faire des drives avec Doncic. Voilà. Doncic a ce côté implacabilité sur drive, un peu drive malgré tout, pour quand même aller au panier. Pareil avec Kyrie d'une certaine mesure, mais c'est vrai que Boston, il y a un peu ce défaut de, on n'est pas capable tout le temps d'aller au panier, et on a cette attaque un peu simpliste de mismatch, je ressors 3 points. Voilà. Et en un sens, donc, il y a ce côté double tranchant, parce que ça peut être un négatif, il peut y avoir des matchs où ça s'enlise, mais de l'autre, c'est vrai qu'on a aussi affaire à une équipe de Boston qui est excellentissime à 3 points et qui a que des bons shooters, en fait. Une majorité de bons shooters. Et là encore, comme j'ai dit tout à l'heure pour Dallas, il n'y a pas besoin de faire 7 matchs à 40% à 3 points. Ça, c'est inatteignable. Ok. Mais par contre, tu as besoin de 4 victoires à peine. Et tu n'as même pas besoin de 4 victoires avec 4 fois tiré à 60% à 3 points. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi cet aspect où la critique, à mon avis, est totalement légitime, mais on ne parle pas de n'importe quelle équipe. Je pense que, en effet, ça peut revenir leur faire beaucoup de mal si ça s'enlise et que ça continue à prendre ces 3 points et qu'en plus, on parle de probabilités qui ne sont non indépendantes. Hein, je ne vais pas développer aujourd'hui, mais il y a pas un effet cercle vicieux quand ça commence à ne pas rentrer. Mais bref, donc je pense qu'en effet, ils peuvent être punis là-dessus sur des mauvais matchs et des mauvaises tendances et voilà. Mais il y a aussi ce fait que c'est une escouade de shooters qui est assez exceptionnelle, quoi, en termes de qualité et de quantité. Donc, là, sur les playoffs, pour l'instant, ils ont toujours très bien shooté, sauf une fois ou deux, je crois, on en a parlé. Mais c'est pas que du hasard, c'est pas que de l'aléatoire, et c'est pas un type de performance que n'importe quelle équipe pourrait faire. Il y a aussi cet aspect où finalement, il n'y a que des bons shooters quasiment dans cette équipe. Donc, la panne, si elle arrive, ça veut dire qu'elle doit arriver avec tout le monde en même temps. Et c'est possible, on est d'accord. Mais il y a tout de même cet aspect où c'est pas pareil que si tu étais une équipe un peu lambda et tu te reposais à ce point sur le nombre de 3 points, mais sans avoir les shooters de qualité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a un peu cette nuance. Alors, à voir à quel point c'est de la nuance qui va impacter ou pas, à quel point en tout cas. Mais pour moi, il y a cette nuance que, c'est pas parfait. Si j'avais une baguette magique, je ferais driver plus Tatum et Brown, notamment, et peut-être un meilleur passeur de pick and roll ou ce genre de choses, ok. Mais en même temps, voilà, c'est quand même beaucoup de très bons shooters à qui on donne beaucoup de tirs. Ça a aussi des répercussions, là on parle vraiment de côté mettre le tir ou pas, mais comme dit, ça a aussi des répercussions en termes de menaces, même quand le tir n'est pas mis et que juste le mec est dans le corner, il y a une question de menace par rapport à Dallas et par rapport tactiquement en fait, de retenir des défenseurs de venir aider, ou alors enfin voilà, c'est pas que mettre le tir ou pas. Donc, voilà, je pense que ce double tranchant, il existe. Il existe et parfois je trouve que certaines critiques ne voient que le côté négatif. Alors que ça va un peu dans les deux sens, je trouve. Oui, il peut y avoir des trous d'air et ça peut être un problème. Mais de l'autre côté, ils sont tellement bons là-dessus que ça peut aussi passer, quoi. Il n'y a pas besoin de 7 matchs à 60% d'efficacité à 3 points pour que ça passe. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.